Donc, bonjour. Aujourd'hui, on va aborder la dimension de l'amitié chez les enfants avec TDAH. Donc, on va voir les études qui portent sur le sujet, à savoir ce qu'on sait présentement, puis ce qu'on peut faire. Donc, le plan de la présentation aujourd'hui, on va commencer par voir en gros, c'est quoi ça le TDAH? Après ça, on va s'intéresser vraiment aux relations d'amitié en général chez ces jeunes-là. On va avoir une vue d'ensemble des études passées et présentes qui portent sur le sujet. Puis on va parler aussi des directions des interventions qui sont à jour. Donc, la présentation du TDAH peut varier chez les enfants. Il peut y avoir des enfants qui ont une présentation plus inattentive du trouble. Ça va beaucoup jouer au niveau du déficit d'attention. Par exemple, ils ne vont pas nécessairement porter attention aux détails. Ils vont pas avoir l'air d'écouter quand on leur parle. Ils vont être souvent dans la lune. Ils vont avoir de la difficulté à s'organiser. Donc, ils vont commencer leurs devoirs, puis ils vont pas les finir parce qu'ils se tannent, puis ils sont pas organisés. Euh, puis, tout ce qui demande, dans le fond, un effort mental va être vraiment un défi pour eux. Donc, parce qu'ils vont être distraits par peu. Alors que, il y a des enfants qui sont vraiment plus à tendance hyperactive puis impulsive. Ils vont être sans cesse en train de se tortiller, ils vont avoir de la difficulté à rester assis. Ça va vraiment leur prendre des jeux pour les faire bouger parce qu'ils ne sont pas capables de rester tranquilles là, trop longtemps. Puis on va souvent dire qu'ils parlent beaucoup ou qu'ils agissent sans réfléchir. Sauf que la plupart des enfants qui ont un diagnostic de TDAH ont la présentation mixte. Donc, ils sont autant hyperactifs qu'ils sont inattentifs. Puis ça englobe les 18 symptômes du TDAH. J'aimerais ça qu'on prenne un moment pour penser à notre enfance, tout ensemble, même si on n'est pas vraiment ensemble. Pensez à un moment où on s'est senti exclu d'un groupe. Puis comment qu'on se sentait par rapport à ça, puis comment on se sent aujourd'hui par rapport quand on y repense. Euh, je pense qu'on avait tendance à se demander ce que nous, on avait fait, pourquoi que nos amis nous mettent à part. On se remet beaucoup en question, puis habituellement, on n'en garde pas un très bon souvenir. C'était étonnant de voir que la majorité d'entre nous, on s'est déjà retrouvés au moins une fois dans ce genre de situation-là. Puis c'est principalement là-dessus qu'on va s'intéresser au fil de la présentation, à savoir le rejet des enfants avec TDAH par leur père. Donc, c'est fou de constater que par les recherches, les enfants TDAH ont 4 fois plus de chances de vivre du rejet par les amis du même âge. Donc, on souligne vraiment l'importance d'agir à ce niveau-là euh, en, en intervenant auprès d'eux parce que les enfants avec TDAH qui ont des problèmes d'amitié sont plus susceptibles de développer des problèmes de conduite, de dépression, de toxicomanie, de pathologies alimentaires comme l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie, en plus de vivre du décrochage scolaire à l'adolescence comparativement aux enfants qui ont un TDAH, mais qui n'ont pas de problème d'amitié nécessairement. Donc, c'est quoi l'amitié? Ben, c'est un lien mutuel qui est co-créé par deux amis puis qui espèrent partager une expérience mutuellement enrichissante et intime. Donc, c'est un engagement que deux enfants prennent pour se soutenir. Donc, ça se caractérise beaucoup par une compagnie agréable. C'est la personne vers qui tu vas te tourner pour avoir du support quand tu veux te sentir en sécurité, autant quand il arrive des bonnes choses que des mauvaises choses. Donc, c'est vraiment un contexte sécuritaire où les deux enfants peuvent échanger sur leurs craintes, leurs émotions, leurs intérêts, etc. Donc, ils s'entendent à ce que ça soit équitable. Donc, que les deux amis en profitent euh, mutuellement. Donc, si c'est inégal, puis que l'un des enfants retire plus que l'autre, ça peut les amener à douter de la stabilité de la relation et, dans certains cas, ben, à y mettre un terme. Donc, c'est ce qu'on essaie d'éviter.
L'objectif initial des études qui portaient sur le sujet, c'était de changer la réputation des enfants atteints de TDAH au sein de leur groupe d'amis. On s'est rendu compte que c'était quand même quelque chose de difficile à faire. Donc, on s'est tourné vers un objectif plus réaliste. Donc, renforcer les relations d'amitié et que ça devienne notre type de traitement initial, mais principal dans le fond. Donc, c'est beaucoup plus intéressant et facile à travailler et ça va pouvoir impacter indirectement la réputation des amis. Donc, on espère renforcer les amitiés pour changer la réputation qu'ils se sont créées au sein de leur groupe. Donc, comment est-ce qu'on mesure ça, l'amitié? Ben, c'est une bonne question. Les chercheurs et les cliniciens peuvent utiliser différentes méthodes pour évaluer l'amitié, notamment les auto-évaluations de l'enfant. Donc, on va demander directement à l'enfant de nous parler de ses amis et de comment il trouve ses relations en général. Sauf qu'on sait que les enfants avec TDAH sont pas les meilleurs juges pour parler de leur amitié parce qu'ils vont avoir tendance à avoir une vision beaucoup plus positive qu'il en est vraiment. Donc, on n'a pas une bonne vision en demandant seulement à l'enfant de ses relations d'amitié. Il y a aussi l'évaluation par les deux amis. Donc là, on va vraiment avoir les deux côtés de la médaille. Ça va nous permettre de voir si la relation est réciproque. Ensuite, il y a aussi la nomination par les pairs. Donc ça, plus simplement, on la mesure par l'acceptation sociale. Donc, dans un groupe, comme par exemple une classe, on va demander à chaque enfant de nommer l'ami qu'il apprécie le plus et l'ami qu'il apprécie le moins. Ça va nous permettre de mesurer le jugement affectif, qu'il soit positif ou négatif, qu'ont reçu l'ensemble des enfants pour les classifier par rapport au nombre de nominations qu'ils ont reçues. Donc, plus simplement, un enfant qui a reçu beaucoup de nominations positives est considéré comme un enfant apprécié dans le groupe. Au contraire, si l'enfant a reçu beaucoup de nominations négatives, il va être considéré comme inapprécié, donc rejeté. On peut aussi la mesurer en questionnant directement les parents et les enseignants. Donc, comme j'expliquais juste avant, ça va être plus... on va avoir une meilleure vision là, de ce qu'il en est réellement au niveau de l'amitié chez l'enfant. Il va vraiment pouvoir nous expliquer comment que ça se passe, là, exemple, dans les playdates entre les amis. Donc, comme j'expliquais juste avant, l'amitié est un prédicteur du bien-être à l'adolescence, mais c'est aussi un prédicteur du bien-être pour l'adulte en devenir. Donc, il y a des auteurs influents comme Sullivan qui soulignent qu'avoir un copain, c'est essentiel pour préparer le jeune à des relations intimes à l'âge adulte. Il y a beaucoup de données qui recueillies lors d'études faites sur le long terme avec des jeunes TDAH qui appuient aussi cette idée-là. Les résultats vont dans le même sens. Puis il y a beaucoup d'autres données qui indiquent que des amitiés stables et de bonne qualité, évidemment, bien, ça facilite l'ajustement puis l'adaptation sociale à l'âge adulte. Donc, c'est vraiment important, encore là, de miser sur les relations d'amitié là, chez les jeunes. Il n'y a pas juste ça. Il y a des nombreux chercheurs qui soulignent aussi l'importance qu'il y ait des amitiés réciproques pour favoriser le développement social. Donc, tout ce qui concerne la capacité à garder ses amis et avoir des relations beaucoup plus saines. Il y a aussi le développement émotionnel qui en est favorisé. Donc, tout ce qui est au niveau de la gestion des émotions. Puis, le développement cognitif aussi est favorisé par les amitiés. Il y a beaucoup d'autres preuves aussi lors d'études qui indiquent qu'avoir des amis proches, ça protège les enfants aussi des possibles difficultés familiales. Par contre, on ne pourrait pas dire que l'amitié, ça a juste des avantages. Les enfants et les amis partagent généralement des caractéristiques démographiques, des attitudes et des croyances et des comportements similaires. Les adolescents qui se livrent à des comportements délinquants, par exemple, sont plus susceptibles de choisir des amis qui adoptent les mêmes comportements qu'eux parce qu'ils vont
ils vont s'encourager les uns les autres. Pareillement pour des jeunes qui présentent des symptômes dépressifs, ils sont plus susceptibles de choisir d'autres jeunes déprimés comme amis. En d'autres mots, ce que j'essaie de dire, c'est que les jeunes sont plus amenés à s'allier d'amitié avec d'autres jeunes qui leur ressemblent, mais le contraire est aussi vrai. À la longue, les jeunes peuvent adopter des comportements de leurs amis euh, et au fil du temps, ils se ressemblent. Donc, le TDAH est un risque pour les amitiés des enfants et des adolescents. Même si les comportements intenses des enfants avec TDAH sont relativement tolérés euh, par les enfants, par exemple à la maternelle et un peu plus jeunes, ça ne dure pas pendant les années d'école primaire. L'impulsivité peut entraîner des manifestations de colère qui ne sont pas appréciées par les amis et les potentiels amis. Donc, ça n'aide pas les enfants à se faire de nouveaux amis. Ça peut nuire aussi à la jouissance de leurs amis à force de passer du temps avec eux. Ça peut être irritable et c'est comme ça qu'ils en viennent à se créer une mauvaise réputation. Par exemple, ils peuvent ne pas être assez attentifs aux règles des jeux puis aux souhaits de leurs amis. Par exemple, quand ils viennent pour choisir une activité, ce qui crée beaucoup de friction puis de conflits. Pendant l'adolescence, l'inattention peut devenir un handicap super important, considérant que le niveau de difficulté scolaire augmente, mais aussi concernant les relations. L'inattention aux besoins puis aux sentiments de leurs amis peut nuire beaucoup au niveau de la réciprocité, à la sensibilité, à la résolution des conflits puis à l'engagement qui sont nécessaires pour former puis maintenir des amitiés, évidemment. Donc, ça rend le côté social vraiment difficile pour les adolescents, comme on a dit tantôt, pour maintenir des relations et puis avoir des relations saines. Est-ce qu'ils sont vraiment susceptibles d'être sans amis? Est-ce que les enfants et les adolescents TDAH sont vraiment plus susceptibles d'être sans amis? Bien, les études de plusieurs chercheurs démontrent toutes que les enfants d'âge scolaire, garçons, filles avec TDAH, sont à risque d'avoir 2 fois moins d'amis comparativement aux autres enfants sans TDAH, malheureusement. Donc, comme expliqué précédemment, c'est intéressant de constater que les jeunes ayant un TDAH ne sont pas nécessairement conscients qu'ils ont moins d'amis qu'ils en ont en réalité. Donc, c'est vraiment ça qui est préoccupant. Puis dans nos travaux en cours, on montre vraiment ici que les enfants atteints de TDAH, mais qui ont des amitiés réciproques, ont rapporté de moins de suicides. Donc, même les enfants avec TDAH, s'ils ont des amitiés qui sont stables, réciproques, ils vont vraiment démontrer moins de solitude que ceux qui en ont des amitiés, mais que les amitiés sont un peu moins... le sentiment de... Le sentiment, le lien qui unit les deux personnes est moins partagé de deux côtés. Donc, il semble également que les enfants atteints de TDAH qui ont des amis ont de la difficulté à maintenir ces amitiés-là au fil du temps. Par exemple, il y a une étude qui a montré que seulement 50% des filles atteintes de TDAH qui étaient non médicamentées ont pu garder leur amitié pendant un camp d'été de 5 semaines, alors que 76% des filles sans trouble ont pu le faire sans problème. Donc, il y a vraiment une grosse différence à ce niveau-là. Globalement, les enfants s'affilient souvent par homophilie, comme j'expliquais juste avant. Donc, ceux qui se ressemblent s'assemblent. Selon d'autres études, on montre que les enfants et les adolescents atteints de TDAH préfèrent les jeunes qui présentent des comportements semblables aux leurs, comme j'expliquais, et qui pratiquent les mêmes activités. Donc, ça, c'est en général les adolescents, sauf que là, on parle vraiment d'activités plus délinquantes, puis pas recommandées. Mais ça peut impliquer que
ce soit des mauvais comportements, justement, puis qui s'encouragent et que ça vienne que ça empire. Parce que, justement, ils peuvent rire des comportements de leurs amis, ce qui va les pousser à continuer puis à augmenter, là, augmenter le nombre de comportements délinquants. Donc, ça ici, c'est un modèle du déficit de l'enfant. Donc, pourquoi ils ont des difficultés sociales? Bien, c'est un modèle qui propose que les symptômes et les déficits d'habileté sociale causent des mauvais comportements qui éloignent les pairs et réduisent donc les chances d'avoir des amis. Il suggère que pour améliorer éventuellement l'amitié, il faut réduire les symptômes puis enseigner les habiletés sociales. Je pense vraiment qu'il y a deux problèmes à ce niveau-là. Le premier, ce serait que le TDAH peut-être de faire ce que... Ça peut être de faire ce que vous savez plutôt que de savoir quoi faire. Donc, c'est souvent un défi pour la formation des compétences sociales parce que ils vont savoir quoi faire, mais ils ne vont pas être capables de l'appliquer. Donc, c'est vraiment un défi pour la formation des compétences sociales des éducateurs, des parents et des cliniciens. On peut dire qu'un enfant, un enfant ce qu'il doit faire encore et encore, lui répéter, mais sans résultat. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va lui répéter un nombre incalculable de fois et qu'il va nécessairement le faire. Donc, ça peut sembler déroutant ou comme une désobéissance volontaire sans que ça soit nécessairement. Une chose qui peut aider les parents est de comprendre que ça peut simplement être de la nature du TDAH sans que ça soit vraiment une désobéissance volontaire. La deuxième raison, je pense que c'est en partie parce que les problèmes entre les pairs dans le TDAH est vraiment oublié. Donc, on ne parle pas beaucoup de la barrière, de cette barrière-là. Je pense que c'est vraiment une erreur en soi. Donc, c'est pas juste les comportements problématiques des enfants TDAH, c'est aussi la façon dont les pairs interprètent ces comportements-là parce qu'ils peuvent être mal compris. Donc, un enfant peut agir d'une certaine façon et ça va être perçu d'une autre sans que ça soit vraiment son intention. Donc, on veut vraiment travailler la généralisation des acquis. On veut vraiment miser sur la mise en pratique des conseils que les interventions enseignent pour que les jeunes soient plus à l'aise de les mettre en pratique et qu'au final, ça facilite leur relation d'amitié. Au lieu de vraiment travailler seulement sur les symptômes puis leurs difficultés d'habileté sociale, on veut vraiment travailler la généralisation, donc l'application des trucs qu'on leur donne. Parce que comme je disais, c'est pas parce qu'on leur dit, c'est pas parce qu'ils savent ce qu'il faut qu'ils fassent qu'ils vont être capables de le faire. Donc, il y a plusieurs traitements des difficultés d'amitié des enfants avec TDAH qui sont proposés. Au début de la présentation, on a témoigné du rôle protecteur de l'amitié. Bien, c'est maintenant la cible d'intervention principale des prochains programmes. L'idée est de cibler d'abord l'amitié en passant par les parents pour les aider à intervenir puis à encadrer mieux la vie sociale du jeune avec l'espoir que l'acceptation sociale, l'acceptation des amis suivra. Donc, le premier programme, il s'appelle Mosaïque. Donc, il a été développé par Mikami et ses collègues en 2013. Il est mis en pratique dans les classes d'école avec les parents et les enseignants, avec l'intention de développer des relations positives entre les enfants atteints de TDAH et leurs amis. La raison d'être de Mosaïque est vraiment basée sur l'influence potentielle que les enseignants peuvent avoir sur les perceptions et les comportements des jeunes. Donc, le programme intègre des techniques de gestion de comportement pour promouvoir les comportements prosociaux, en plus
de d'autres techniques développées spécifiquement pour aider les enseignants à favoriser des classes plus inclusives où les pères ou les amis, dans le fond, des enfants avec TDAH sont plus tolérants avec eux. Donc, l'efficacité va plus loin que ça. Le programme a été testé dans un cas d'été spécialisé avec des enfants âgés de 6 à 9 ans, dont 24 avec TDAH. Les résultats démontrent vraiment que les enfants TDAH sont plus acceptés par leur père et développent plus d'amitié réciproque après avoir participé à Mosaïque. Cette technique est toutefois quand même assez limitée pour améliorer les relations sociales et les amitiés, mais les résultats sont prometteurs et on souhaite vraiment mener des enquêtes plus approfondies à ce niveau-là. Le deuxième programme, il s'appelle Peers et c'est une adaptation du programme de formation sur l'amitié des enfants, un programme d'intervention factuel conçu pour aider les enfants d'âge scolaire, donc âgés entre 7 à 12 ans, qui ont de la difficulté à garder leurs amis. Donc, il est considéré vraiment comme un pro de la formation en compétences sociales. Il est vraiment destiné à améliorer les compétences sociales et à développer les amitiés chez les adolescents et les jeunes adultes. C'est un traitement qui dure environ 17 semaines. Les résultats ont démontré une réelle efficacité auprès des adolescents et des enfants atteints de TDAH au niveau de leur relation d'amitié. Après, c'est un programme, c'est PFC dans le fond. C'est en bref, je vais vous le résumer en bref, excusez, parce que la présentation de mes collègues Caroline et Angelica porte vraiment sur comment aider son enfant avec TDAH à développer des amitiés positives avec le programme Parental Friendship Coaching, donc PFC. Puis elle vous l'explique vraiment en détail. Donc moi, je vais vraiment passer en superficie. Donc, c'est vraiment un coaching d'amitié parentale qui a été développé par le docteur Amaury Mikami, donc la même qui a développé Mosaïque, excusez, à l'Université de Colombie-Britannique. Donc, dans leur programme, Mikami et ses collègues suggèrent que les parents, c'est le principal agent de changement dans les interventions ciblées sur les amitiés des enfants atteints de TDAH. Donc, PFC est composé de 8 séances de groupe hebdomadaires avec 2 cliniciens et les parents de 5 ou 6 enfants atteints de TDAH. Donc, par l'intermédiaire des parents, le principal objectif de PFC, c'est de développer une relation parent-enfant plus positive. C'est aussi d'enseigner aux enfants l'amitié, les compétences sociales spécifiques et en plus d'organiser des dates de jeu entre amis pour appliquer, dans le fond, ce qu'on apprend aux parents aux enfants. Les résultats d'une étude pilote de PFC démontrent vraiment que les parents voient une amélioration significative dans les attitudes sociales de leurs enfants, puis aussi au niveau de la qualité des amitiés pendant les rencontres de jeu. Donc, puis aussi, les enseignants remarquent qu'ils sont plus inclus au sein du groupe et qu'ils sont plus acceptés. Donc, il y a vraiment une réduction du rejet social. Ces résultats-là offrent une base pour un modèle de traitement centré sur le comportement des parents pour promouvoir le développement harmonieux de l'amitié des enfants avec TDAH. Les résultats du suivi ont souligné que les enfants ont montré un comportement beaucoup moins renfermé et déprimé comparativement à avant l'intervention. Donc, même lors du suivi, là, les acquis se maintiennent. Donc, pour mettre ça plus en exemple, on a Benjamin, âgé de 9 ans, qui devient très frustré lorsqu'il perd à des jeux. Il essaie de changer les règles pour qu'il puisse gagner. Donc, ses parents ont arrêté d'organiser des rencontres de jeux avec d'autres enfants parce que personne ne veut venir jouer à la maison et Benjamin n'a pas un bon esprit sportif. Donc, ses parents ont complètement arrêté les soirées de jeux familiales parce qu'il fait des crises de colère puis c'est stressant pour toute la famille. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on enseigne des habiletés sociales aux enfants pour favoriser
la généralisation de ce qu'il apprend, excusez. Donc, en plus, on crée, là, les parents avaient arrêté d'organiser des dates, des playdates, mais on va recommencer à créer des opportunités sociales euh, mais d'une façon plus structurée. Donc, on va vraiment montrer aux parents à encadrer les rencontres de jeu de son enfant pour que il sache comment intervenir quand son enfant n'adopte pas un bon comportement, en lui prenant le temps de lui expliquer pourquoi c'est pas correct, puis ce qu'il devrait faire à la place. Donc, on va lui donner la réponse à l'enfant. Qu'est-ce que tu dois faire quand ça arrive? Qu'est-ce que tu dois faire quand que tu te sens en colère contre ton ami pour que la prochaine fois, ça soit plus facile, qu'il s'en rappelle plus facilement puis qu'il l'applique. Euh, les comportements des parents qui favorisent la socialisation de leurs enfants et donc contribuent au développement de leurs émotions sociales, c'est super important pour les enfants avec TDAH parce que c'est vraiment quelque chose qui ont de la difficulté. Il y a aussi des limites à PFC, donc c'est pas parfaitement adapté pour n'importe quel enfant avec TDAH. Le fait que chaque enfant soit différent et qu'il évolue dans un environnement spécifique rend la tâche des chercheurs encore plus ardue pour qu'ils puissent produire une mesure généralisable. En plus que l'amitié, c'est pas aussi facile à changer. La qualité de l'amitié dépend aussi de l'ami et qui remarque le changement de comportement de l'enfant et comment il l'interprète. Donc, malgré que l'enfant avec TDAH change ses comportements et essaie de s'améliorer, ça va aussi dépendre de comment son ami va percevoir ces changements-là. Ainsi, la mauvaise réputation d'un enfant auprès de l'ami, ça peut entraver les changements dans le comportement d'amitié, puis aussi dans la qualité de ces amitiés-là. Donc, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié la présentation. Ce fut vraiment un plaisir là, de vous présenter ça. C'est un domaine super intéressant, puis j'espère que ça va vous avoir aidé. Donc, merci de m'avoir écouté et bonne fin de journée.